Eh bien, bon après-midi. Tout d'abord, merci beaucoup à Vladimir et merci beaucoup à Santiago de m'avoir permis de faire partie de ces séances. Merci beaucoup à chacun d'entre vous qui s'intéresse à cet énorme travail fait par la Banque centrale, avec ce colosse que nous avons en tant que ministre de l'économie, Toto Caputo, dont les manuels se souviendront comme le meilleur ministre de l'économie de l'histoire argentin. La présentation que je vais donner se compose de 3 parties. Dans la première partie, je décrirai l'héritage que nous avons reçu. Dans la deuxième partie, je vais discuter du diagnostic et du rôle clé et fondamental que joue la théorie économique saine dans la résolution précisément de ces types de problèmes. Et dans la dernière partie de la présentation, je vais discuter des politiques mises en œuvre et des résultats que nous obtenons, et de ce que nous attendons à l'avenir. En ce sens, en ce qui concerne l'héritage, l'une des choses qui était vraiment choquante était ce qui se passait avec le taux d'inflation début décembre. Lorsque nous avons examiné l'inflation pour la première semaine, l'inflation quotidienne était de 1%. Si vous avez annualisé cela signifiait que l'inflation voyageait à 3700%. Ces chiffres que je vais vous donner semblent exagérés, mais quand j'ai expliqué les déséquilibres monétaires qui auraient conduit à les valider, disons qu'il y aurait eu une validation monétaire qui aurait permis à cela de spiraler et de continuer. Lorsque vous avez examiné les 2 premières semaines de décembre, le taux était déjà à 1,2% par jour, en d'autres termes, il s'était accéléré. Et cela, en termes annualisés, était de 7700. D'un autre côté, vous avez des données concrètes sur l'inflation de décembre dans les prix de détail, c'est-à-dire les prix à la consommation, qui étaient de 25,5%. Et cela, en termes annualisés, est proche de « je n'ai pas les microphones calibrés correctement parce que je les frappe constamment, donc je choisis les lunettes ou les microphones. Donc si vous entendez des choses étranges, c'est parce que je suis tombé sur les microphones. » C'était un taux d'inflation qui voyageait à 1500%. Mais si vous le prenez en gros, ce taux annualisé de 54% donne 17 000%. En d'autres termes, nous étions au bord d'un effondrement macroéconomique. De plus, ce n'était pas seulement ce que nous voyions, disons, comme un symptôme de ce problème du taux d'inflation accéléré, mais il y avait aussi les déséquilibres initiaux, ce qui aurait pu conduire à la validation monétaire qui validerait l'inflation précisément. Nous avons essentiellement combiné les déséquilibres des 3 pires crises majeures de l'histoire argentine. D'une part, nous avons eu un surplus monétaire, le célèbre surplomb de Manille, qui était le double de ce que nous avions avant le Rodrigazo. En fait, nous publions un article dans The Economist, et les gens de The Economist nous ont demandé cette estimation. Heureusement, l'équipe de Federico, de ce colossus que j'ai également en tant que ministre de la déréglementation, le docteur Federico Sturzenegger, a profité du luxe de réestimaliser le surplomb de l'argent, et il était précisément double de ce que nous avions en 1975, c'est-à-dire devant le Rodrigazo. Pourquoi est-ce important? Parce que l'inflation avant le Rodrigazo était de 30%, et lorsque le Rodrigazo a frappé, il est passé à 180%, c'est-à-dire que le taux d'inflation multiplié par 6. Si nous souffrions d'inflation d'environ 200%, la multiplier clairement par 6 aurait signifié un bond à des niveaux de 1200%. Mais si le déséquilibre était double, cela signifiait au moins passer à 2400%. D'un autre côté, nous avons eu un problème supplémentaire, qui était la situation de la Banque centrale en termes de passifs portant des intérêts. Le rapport des passifs porteurs d'intérêts à la base monétaire était d'environ 4 fois. En d'autres termes, cette situation est encore pire que ce que nous avions avant. L'hyperinflation de 89, avec des niveaux de base monétaire en termes de PIB similaires à ceux à l'époque. Par conséquent, la baisse de la demande d'argent aurait fortement et très facilement conduit à des niveaux d'hyperinflation.
Au sommet de l'hyperinflation, la base monétaire en termes de PIB est tombée à 0,2%. Et pendant l'hyperinflation de 1989, nous avons eu une inflation de 5000%. Cela a été encore aggravé par le fait que nous avions un ensemble de passifs porteurs d'intérêt qui mûrissaient en 30, 60, 90, etc. jusqu'à 270 jours. Et le gouvernement précédent intentionnellement, ce n'était pas une coïncidence, a déplacé tous ces postes à un jour. Par conséquent, nous avions cette bombe prête à exploser en une journée. Autrement dit, nous pourrions quintuple le montant d'argent en une journée. Fondamentalement, le pari du gouvernement précédent, il ne croyait pas vraiment que nous étions des libéraux libertaires. Il nous considérait en fait comme des libéraux retardés. En fait, dans le débat public, vous trouverez beaucoup de libertaires qui, au nom de la liberté, diront que si nous l'avions fait, nous aurions une hyperinflation précipitée. Le péronisme aurait pris toute sa force dans la rue, ils auraient pillé nos supermarchés. Cette dynamique que nous avons déjà vue en 2001 ou 2002 avec le coup d'État réalisé par Alfonsine et Duhalde contre De la Rúa. Un coup d'État qui s'est terminé et le pillage s'est terminé. Disons, lorsque Duhalde est arrivé au pouvoir, c'était ce qu'ils avaient prévu. Par conséquent, non seulement nous aurions généré une hyperinflation, nous aurions mis la situation à l'extrême. Si vous regardez les augmentations de la pauvreté en 2001, 2002 et en 89 et 90, l'augmentation de la pauvreté aurait signifié atteindre des niveaux d'au moins 90% de pauvreté et 50% démunis. Une vraie calamité. Et non seulement ces dégâts, mais les populistes auraient également complètement tué toute lueur d'une solution libérale. Parce que ce qui inquiète le parti politique, qui, en réalité, inclut tout le monde, toute la caste politique, qui est, je veux dire, le parti de l'État, le plus est au pouvoir. Mais s'ils font également payer quelqu'un d'autre, c'est une fête à part. Et c'est ce qu'ils recherchaient, faire exploser tout très rapidement et revenir au pouvoir d'ici janvier, lorsque tout le déséquilibre a été éliminé, pour blâmer tout cela sur nous, saisir la récupération cyclique et entrer dans un cycle de populisme sans fin. Et il y avait aussi le facteur aggravant que nous avions des indicateurs sociaux pires que ceux que nous avions en 2001. En même temps, nous avions un déséquilibre dans les flux. Le déficit budgétaire, ajoutant le gouvernement national, c'est-à-dire que le Trésor et la Banque centrale, ont atteint 15 points de PIB. 5 étaient au Trésor et 10 ont été générés par la Banque centrale, qui est le déficit quasi fiscal. Et, parfois, l'écart de taux de change était d'environ 200%. C'est pourquoi je trouve ça drôle quand certains analystes disent « Milei dévalue ». Si l'écart était de 200% et que les réserves internationales nettes étaient négatives de près de 12 milliards de dollars, je n'ai pas dévalué. En d'autres termes, la dévaluation était déjà là. C'était simplement une question d'être honnête. Mais nous n'avons pas seulement eu le problème de ces déséquilibres en flux, nous avions également des déséquilibres en stock. Comme je l'ai mentionné, nous avions des réserves internationales négatives d'environ 12 milliards de dollars. Nous avons eu des dettes avec la Banque centrale, y compris les SIRA et des dividendes piégés, d'environ 50 milliards de dollars. Nous avons eu de la dette en pesos qui mûrissait bientôt pour l'équivalent de 90 milliards de dollars. Nous avions 25 milliards de dollars de dette de devises à maturité. Une grande partie de cette dette a été avec le Fonds monétaire international, mais le programme était tombé. Et cela est également intéressant car, généralement, lorsque l'on a une situation de défaut récurrent, la reconstruction de cette situation avec le fonds peut prendre entre 3 et 6 mois. Et la réalité est que le programme économique était si solide qu'en un week-end, le Fonds monétaire international nous a donné l'occasion d'aller de l'avant. De toute évidence, il l'a fait avec des réserves que beaucoup avaient. Par exemple, l'impossibilité d'atteindre un déficit nul. Nous avons cherché à réaliser un déficit nul d'ici 2024, c'est-à-dire à la fin de 2024.
Je me souviens de nombreux économistes domestiques disant qu'il était impossible d'ajuster plus d'un point de pourcentage du PIB, qu'il était fou, et toutes les épithètes associées à ce sujet et, surtout, à propos de moi portant une trousse à traits. Mais nous avons montré le fond, nous avons prouvé la cohérence de notre programme. Et la vérité est que les objectifs étaient beaucoup plus ambitieux que ceux proposés par le Fonds monétaire international, il a donc été mis en œuvre très rapidement. Et la réalité est que ce qui semblait impossible à réaliser au cours d'une année, nous l'avons réalisé en un mois. C'est-à-dire que l'Argentine, qui a couru un déficit pour 113 des 123 dernières années et a fait défaut pendant les 10 années qu'elle n'a pas fait, a atteint un déficit nul au cours du premier mois de mon administration. Une réussite que nous n'avons pas abandonnée à ce jour et n'abandonnera pas cette année. Et la loi sur le budget que nous avons soumise est basée sur un déficit nul pour la première fois dans l'histoire argentine. Et nous y adhérerons strictement et résisterons à ce que nous devons résister. Parce que lorsqu'il s'agit de mettre ce qui devait être mis sur la table, risquant l'équilibre budgétaire face à des problèmes sensibles et lorsque les populistes voulaient bouleverser l'équilibre des finances publiques, nous avons fait ce que nous devions faire indépendamment de l'impact que cela pourrait avoir sur mon image. Parce que je ne suis pas venu ici, pour ainsi dire, protéger mon image et poursuivre une vie politique. Je suis venu pour résoudre les problèmes de l'Argentine et je suis prêt à payer les coûts que je dois payer. Et si je dois opposer son veto aux retraités, et si je dois opposer son veto, disons, les fraudes qui défendent leur travail dans les universités, avec des mensonges purs et simples, je le ferai. Parce que mon engagement envers l'équilibre budgétaire est inébranlable. Et c'est ce que j'ai fait. Naturellement, parmi tous les problèmes de stock que nous avons eus, il y avait aussi le problème des puits. Vous vous souviendrez de cette partie de la discussion. C'est donc ce à quoi nous étions confrontés. Et nous étions confrontés à une catastrophe. Nous devions réagir fortement et rapidement. Heureusement, nous avions travaillé sur un programme économique pour maintenir une relation de cohérence très forte, et, eh bien, nous apprivoisons ce taureau sauvage. Ainsi, maintenant la deuxième partie de cette présentation a à voir avec le diagnostic, et ici, ce que l'on croit en termes de théorie économique et les conséquences en termes de politique économique jouent un rôle très important. Je sais que certaines parties sont très basiques pour de nombreux personnages éminents assis ici, et je m'excuse d'avoir à écouter des choses simples à propos de certains d'entre eux. Mais il y a aussi un public plus large et il y a des étudiants. Et je pense que cela vaut la peine de se rafraîchir ou de garder à l'esprit certains concepts. Et certaines choses devraient également être bonnes pour que nous gardons à l'esprit, même en tant que professionnels et très prestigieux, car c'est la base sur laquelle nous pensons à ce problème. Nous sommes convaincus de la nature monétaire de l'inflation. Autrement dit, l'inflation, pour nous, est toujours et partout un phénomène monétaire généré par une offre excédentaire d'argent, soit parce que l'offre augmente ou la demande tombe, soit parce que les deux se produisent simultanément, ce qui génère une perte du pouvoir d'achat d'argent. Étant donné que tous les prix sont exprimés en unités monétaires, elles augmentent. C'est notre diagnostic. Maintenant, cela, en outre, étant donné toute cette discussion. Car, tout comme nous le proposons, il y a d'autres professionnels qui considèrent que l'inflation est multicausale et tout ce genre de choses. La vérité est que ce sont des hypothèses auxquelles je ne souscris pas, mais cela fait partie d'une autre discussion. Je suis ici pour vous dire comment nous le voyons. Ce que nous faisons, puis ceux qui comprennent vraiment finiront par écrire correctement l'histoire. La question est donc, eh bien, d'où vient cette hypothèse? Autrement dit, comment considérons-nous ce problème? Donc, de mon point de vue, la première chose que nous devons faire est, car en fait, la définition de l'inflation comme une augmentation généralisée des prix n'est pas la même que la définition de la perte du pouvoir d'achat de l'argent. Parce que si le problème est une augmentation généralisée des prix, alors nous obtenons les mêmes anciens hommes des cavernes, qui échouent depuis plus de 4000 ans, essayant de contrôler les prix.
mis à part le fait que cela a un problème associé de théorie de la valeur, de croire que les prix sont une majoration sur les coûts, c'est-à-dire un problème de théorie de la valeur objective. Une théorie qui a été vaincue, dis-je, en 1871 avec l'apparition de Menger, disons quand il a écrit ses principes d'économie et de politique, et qu'il a fait en parallèle avec William Stanley Zevon et Léon Walras. Je voulais mentionner Walras. Pouvez-vous imaginer pourquoi, mis à part cela, il faut penser. À quoi ressemblerait le monde sans argent? Eh bien, nous étudions le monde sans argent. Il est généralement étudié dans la dernière partie des modèles de cours de microéconomie, dans la section d'équilibre général, qui sont des modèles de troc. Maintenant, le problème est que, dans une économie de troc, vous rencontrez deux problèmes majeurs, mais pas mineurs. L'un est le problème de la double coïncidence, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un qui veut ce que vous avez à vendre, en même temps que cette personne a ce que vous voulez. C'est un problème important, mais, même si vous trouvez cette contrepartie, il y a aussi un problème d'indivisibilité. C'est-à-dire que j'aime le pain, je mange du pain et je rencontre un boulanger, mais je ne suis probablement pas disposé à lui donner une conférence pour 1 kilo de pain. Et le nombre de kilos de pain qu'une de mes conférences impliquerait, du moins maintenant. Et j'espère bien faire les choses afin que je puisse gagner ma vie à la fin de ma carrière politique, étant donné que j'ai abandonné ma retraite privilégiée, la première de l'histoire. Nous sommes convaincus de la nature monétaire de l'inflation. Autrement dit, l'inflation, pour nous, est toujours et partout un phénomène monétaire généré par une offre excédentaire d'argent, soit parce que l'offre augmente ou la demande tombe, soit parce que les deux se produisent simultanément, ce qui génère une perte du pouvoir d'achat d'argent. Étant donné que tous les prix sont exprimés en unités monétaires, elles augmentent. C'est notre diagnostic. Maintenant, cela, en outre, étant donné toute cette discussion, car, tout comme nous le proposons, il y a d'autres professionnels qui considèrent que l'inflation est multicausale et tout ce genre de choses. La vérité est que ce sont des hypothèses auxquelles je ne souscris pas, mais cela fait partie d'une autre discussion. Je suis ici pour vous dire comment nous le voyons, ce que nous faisons, puis ceux qui comprennent vraiment finiront par écrire l'histoire en conséquence. La question est donc, eh bien, d'où vient cette hypothèse? Je veux dire, comment regardons-nous ce problème? Donc, de mon point de vue, la première chose que nous devons faire est, car en fait, la définition de l'inflation comme une augmentation généralisée des prix n'est pas la même que la définition de la perte du pouvoir d'achat de l'argent. Parce que si le problème est une augmentation généralisée des prix, alors nous obtenons les mêmes anciens hommes des cavernes, qui échouent depuis plus de 4000 ans, essayant de contrôler les prix. En dehors de cela, il y a un problème associé à la théorie de la valeur, en pensant que les prix sont une majoration sur les coûts, c'est-à-dire un problème avec la théorie objective de la valeur. Une théorie qui a été vaincue, dis-je, en 1871 avec l'apparition de Menger, disons quand il a écrit ses principes d'économie et de politique, et qu'il a fait en parallèle avec William Stanley Zevon et Léon Walras. Je voulais mentionner Walras. Pouvez-vous imaginer pourquoi, mis à part cela, il faut penser. À quoi ressemblerait le monde sans argent? Eh bien, nous étudions le monde sans argent. Il est généralement étudié dans la dernière partie des modèles de cours de microéconomie, dans la section d'équilibre général, qui sont des modèles de troc. Maintenant, le problème est que, dans une économie de troc, vous rencontrez deux problèmes majeurs, mais pas mineurs. L'un est le problème de la double coïncidence, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un qui veut ce que vous avez à vendre, en même temps que cette personne a ce que vous voulez. C'est un problème important, mais, même si vous trouvez cette contrepartie, il y a aussi un problème d'indivisibilité. Je veux dire, j'aime le pain. Je mange du pain et je rencontre un boulanger, mais je ne suis probablement pas disposé à lui donner une conférence pour 1 kilo de pain. Et le nombre de kilos de pain qu'une de mes conférences impliquerait, du moins maintenant. Et j'espère bien faire les choses afin que je puisse vivre de cela lorsque j'ai terminé ma carrière politique, étant donné que j'ai abandonné ma retraite privilégiée, la première de l'histoire.
La vérité est que je n'ai pas besoin de beaucoup de pain. Donc, je dis tout cela parce que, si l'on devait vraiment le prendre au sérieux, cela entraînerait une énorme quantité de pertes de transactions, et par conséquent, nous aurions une baisse de bien-être vraiment brutale et violente. Alors, regardez, vous ne croirez pas d'où je tire cette référence, mais cette référence est de Joanne Robinson. Elle a dit que, lorsque les problèmes de neutralité de l'argent ont été analysés, ils n'étaient pas bien pensés, car l'économie de Trell n'est pas la même que l'économie monétaire, et c'est un problème important. Maintenant, confronté à cette situation, il faut comprendre comment l'argent apparaît. Et, en réalité, ce n'est pas que les individus ont commencé à pleurer parce qu'ils ne pouvaient pas effectuer de transactions et se débattaient dans la vie. Ils ont essayé de trouver une solution, et l'une des choses qu'ils ont découvertes était qu'il y avait des biens qui ont été échangés, plus que d'autres. Donc, l'une des choses qu'ils ont découvertes, c'est que s'il allait acheter ce bien qui a été échangé plus, cela les a indirectement aidés à acheter ce qu'ils voulaient finalement. En d'autres termes, l'argent est en fait un bien d'échange indirect utilisé pour effectuer des transactions. Par exemple, lorsque les humains étaient nomades, la chose la plus importante, pour une grande partie de l'histoire humaine, était la nourriture. Ainsi, les choses liées à la nourriture étaient importantes. Les humains nomades ont troqué et avaient de l'argent, si vous voulez, comme un échange indirect, et c'était précisément le bétail. Ils ont utilisé le bétail comme bien d'échange indirect. Maintenant, plus tard, les humains sont devenus sédentaires, et l'une des choses qu'ils ont beaucoup mangé était le pain, et le pain est fabriqué à partir de blé. Ils ont donc commencé à transformer dans le blé, non pas parce qu'ils voulaient posséder du blé, non pas parce qu'ils voulaient accumuler du blé, non pas parce qu'ils voulaient avoir beaucoup de blé, mais plutôt parce qu'ils voulaient vraiment l'utiliser comme un bien d'échange indirect. En ce sens, vous avez différentes monnaies comme le blé, comme le lin, comme le café, comme le tabac. Je trouve toujours une conférence Milton Friedman sur l'hyperinflation en Allemagne très amusante. Il dit, des clous de girofle ont été utilisés, et à un moment donné, cognac a été utilisé. Et il dit, c'était la définition la plus liquide de l'argent que j'ai jamais rencontrée. Donc, si vous regardez toutes ces marchandises, ils ont rempli deux des rôles que l'argent devrait remplir, être une unité de compte et un moyen général de paiement. Guillemets double. Mais le problème avec ces marchandises est qu'ils sont comme de la crème glacée, non? Pas aussi violents, mais ils sont comme de la crème glacée. Elle n'a pas de taux d'intérêt négatif. En d'autres termes, si vous ne mangez pas la crème glacée maintenant, elles font, vous laissant avec rien. Ces marchandises aussi, que ce soit en raison du passage du temps, peu importe, disons, perdaient de la valeur, et par conséquent, ils n'étaient plus utiles comme réserve de valeur. Et à partir de ce problème, les monnaies métalliques sont apparues, que ce soit l'or, l'argent et le cuivre, mais plus, et là vous avez les trois fonctions de l'argent. Non. Je ne vais pas entrer dans toute la discussion sur le moment où le papier-monnaie est apparu et tout ça parce que je vais devenir dense. Mais ce que je suis intéressé à noter à cela, la chose la plus importante de mon point de vue, c'est que la demande d'argent est une demande dérivée. C'est-à-dire que personne ne demande d'argent sans raison. Personne ne prévoit de prendre un peso, un dollar ou quelle que soit la devise qu'ils aiment, au costume en bois. Personne ne pense à cela. De plus, en fait, l'héritage est une erreur de calcul. Ainsi, mettez une autre façon. La demande d'argent est une demande dérivée. C'est une demande de miroir de ce qui se passe du côté réel. Maintenant, notez que, si je le mets en ces termes, la demande d'argent à chaque instant est fonction de la consommation. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de prendre en compte le revenu et le taux d'intérêt, qui est une aberration. Et je vais l'expliquer maintenant. Parce que si je prends en compte la voie de la consommation entière, cela me donnera la demande d'argent à chaque période. Et je travaille dans un modèle d'équilibre général. En ce moment, je travaille dans des conditions de pression et de température normales. Donc je peux voir, disons, comment tue-t-il un éléphant, petit à petit. En ce sens, si vous regardez un modèle d'équilibre général, de quoi dépendent finalement les fonctions de demande excédentaire? Sur ce que Robert Lucas Jr. peut-il reposer en paix,
à appeler des paramètres profonds. Autrement dit, cela dépendait des préférences, de la technologie et des dotations. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter, en tant qu'élément supplémentaire, honorant les lauréats du prix Nobel qui ont été récemment annoncés, le système immobilier pour inclure les institutions. Cela dit, ce vecteur est constant. Et si ce vecteur est constant, la conséquence est que le chemin de consommation est en forme de granit. En d'autres termes, vous pouvez le résoudre en appliquant le principe maximal de Pontryagin, si vous souhaitez le résoudre, et vous pouvez le faire discrètement ou continuellement, l'appliquant comme vous le souhaitez. Ou vous le résolvez avec Bellman, ou tout ce qui vous arrive. Ou vous le faites avec la méthode Lagrange, je ne sais pas, ce que vous voulez. Mais ce chemin est un rocher. Et, par conséquent, la demande d'argent est en forme de granit, car c'est un miroir de cela. Autrement dit, vous en avez besoin précisément pour pouvoir effectuer des transactions. Par conséquent, dans des conditions normales, la demande d'argent devrait être quelque peu en forme de granit. Notez que les philosophes classiques n'étaient pas si stupides lorsqu'ils ont développé les premières versions rudimentaires de la théorie quantitative, où ils ont fait valoir que la demande d'argent est une proportion constante de revenus. Ils n'étaient pas si fous. En fait, le problème est que cette fonction de demande d'argent est incompatible avec un modèle d'équilibre général, car les prix dans le modèle d'équilibre général sont homogènes au degré 0, et cela serait homogène au degré 1 degré. Cela augmente certaines incohérences dans le fonctionnement du système. Mais, ils n'étaient pas aussi fous ou si stupides. Ainsi, dans des conditions normales de pression et de température, tout comme le taux de consommation est fixe, le chemin de consommation doit également être fixe. Ensuite, la demande d'argent, la véritable demande d'argent, et qui doit être égale à des balances réelles, est la quantité nominale divisée par le niveau de prix. Par conséquent, vous voyez que le niveau de prix est déterminé par le ratio de la masse monétaire à la réelle demande d'argent. Et la seule chose que la Banque centrale peut faire lorsqu'elle comprend de l'argent est de déterminer l'ampleur nominale de l'économie. Et il y a aussi la question de l'encre nominale, c'est-à-dire que la quantité d'argent est ce qui génère finalement l'idée de l'encre nominale, qui est de déterminer le niveau de prix. Et évidemment, si la demande d'argent est donnée, si j'augmente l'offre d'argent, la conséquence est que le pouvoir d'achat de la devise doit baisser. C'est-à-dire que les prix augmentent. En d'autres termes, cette situation où l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire généré par une offre excédentaire d'argent, soit parce que l'offre augmente, soit parce que la demande tombe. Dans ce cas, les paramètres sous-jacents n'ont pas changé. Ils ne devraient pas avoir à changer. Et par conséquent, cela entraîne une perte du pouvoir d'achat de l'argent, et toutes les unités monétaires augmentent. C'est essentiellement la thèse centrale et d'où elle vient. Naturellement, si l'on pense en ces termes, parce que je dis, pour y penser, disons que nous n'allons pas organiser des séminaires ou quelque chose comme ça. Surtout parce que nous pouvons faire tous les beaux calculs. Puis il y a les orques. Les orques viennent vous parler du carré du cercle, de la putain vierge et de tout ça. La conséquence est donc, eh bien, à quoi pensons-nous en termes de politique monétaire? Vous avez deux façons de poser le problème. L'un, avec de l'argent exogène, et l'autre, avec de l'argent endogène. Une façon de penser à ce problème avec de l'argent exogène consiste à réparer la quantité d'argent. Par conséquent, lorsque vous réparez la quantité d'argent, ce que vous réparez automatiquement, en un sens, est le niveau de prix. Autrement dit, cela s'adapte aux conditions du système d'équilibre général du côté réel, et le niveau de prix est déterminé. De toute évidence, je travaille avec des fonctions homogènes du degré 0, pas de degré 1, c'est-à-dire que ce n'est pas strictement comme l'ancienne théorie de la quantité. En ce sens, que se passe-t-il? Si je corrige la quantité d'argent, la conséquence naturelle est que, si ce vecteur de préférence, de dotation, de technologie et de propriété permettent des progrès technologiques, supposons que les progrès technologiques pourraient être décrits, encore une fois, de manière exogène. La vie réelle est plus compliquée.
La conséquence serait que vous auriez une économie qui se développe, qui augmente et, par conséquent, cette économie générerait une déflation. Autrement dit, ce serait une économie où, si la quantité d'argent est constante et que vous avez de plus en plus de transactions et plus de demandes d'argent, le revers de cela, si M est fixe, vous devriez avoir une déflation. Je vous avertisse que le problème de la déflation est un problème de la littérature moderne. Si vous regardez la littérature avant le XXe siècle, c'est-à-dire au XIXe siècle et plus loin, ce n'était pas quelque chose qui a été discuté. Il y a un merveilleux livre sur le sujet de Philippe Bagus appelé Defending Deflation, et ce n'était pas un problème. C'est un problème moderne parce que nous avons l'habitude de vivre avec l'inflation. De plus, quiconque prétend que c'est un problème insulte le secteur privé. Ce n'est pas de ma faute qu'un décideur est si stupide qu'il ne comprend pas que je peux faire des contrats en termes réels et les neutraliser en termes d'inflation. En fait, l'une des choses que nous avons faites avec le déficit zéro était de déplacer précisément la politique budgétaire en fonction des revenus et, par conséquent, selon l'inflation et ce qui arrive au niveau d'activité. L'autre option est une règle monétaire. Établir un moyen de croître de la masse monétaire afin qu'il n'y ait pas de déflation. Car, fondamentalement, dans le cas précédent, il y aura une déflation, étant donné que la masse monétaire ne se développe pas et que l'économie augmente. La déflation sera conforme à cette croissance économique. L'autre option consiste à fixer un taux de croissance pour la masse monétaire et, contrairement à ce qui se passe avec le taux de croissance, qui finira par déterminer le taux d'inflation. Ceci, encore une fois, est en mode pression et température. Lorsque nous commençons à y mettre des choses, cela commence à bouger un peu plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous auriez un modèle de mouvement différent. La réalité est, qui établit ce taux et pourquoi, encore une fois, nous rencontrons la question de l'arrogance fatale. La première question est la suivante. Pourquoi la déflation est-elle mauvaise si la déflation est un moyen de renvoyer les revenus au reste de la population? Oui, évidemment, contre l'État. C'est très bien, non seulement cela, mais aussi si je vais le définir. Pourquoi le définirais-je? Basé sur quoi? Pourquoi le définirais-je? Parce que la réalité est que si je fixe le montant d'argent, alors vous dites non, mais j'ai des gars qui sont si brillants qu'ils fixeront le montant d'argent selon ce que les gens veulent. Et si les gens peuvent le faire, pourquoi ai-je besoin d'un tiers? Laissez les gens choisir leur propre argent et déterminer le montant d'argent en fonction de ce qu'ils veulent, et c'est tout. Ainsi, si la banque centrale se développe, cela fait du mal. S'il se contracte, il cause des dommages. Et s'il laisse la quantité constante, elle cause également des dommages. Cela fait toujours du mal. Le problème est de savoir combien de dégâts il cause. La façon dont cela cause le moins est de dégâts si elle ne déplace pas la masse monétaire. Mais cela fait partie d'une autre discussion. C'est un cadre de politique monétaire. L'autre cadre de politique monétaire est le modèle d'argent endogène. Sans aucun doute, le plus connu, le plus populaire, est celui dans lequel le taux de change est fixé. Dans la terminologie de Julio Hipólito Guillermo Oliveira, dans son travail sur l'argent passif, je pense que la traduction concerne l'argent passif. Il parle de ce que l'on appelle la norme externe, c'est-à-dire lorsque vous corrigez le taux de change. Maintenant, lorsque vous regardez une économie ouverte, de retour dans un modèle très simplifié, vous avez l'achat de parité de pouvoir, où les prix locaux sont égaux au taux de change des prix internationaux. Maintenant, si je fixe le taux de change et que je suis une petite économie, cela signifie que les prix locaux sont déterminés pour moi. Donc, si j'ai des prix fixes, et si mon ratio de la quantité réelle d'argent, c'est-à-dire que M sur P est égal à L, qui est fixe, et maintenant j'ai P à l'étranger, alors ce qui est déterminé de manière endogène est monsieur. Autrement dit, si la demande d'argent augmente pour moi, par exemple, je finirai par étendre la quantité d'argent. Ce n'est pas insignifiant. Car je pourrais dire que la base monétaire est égale aux réserves, plus le crédit intérieur. Et quand je définis le taux de change, alors si j'augmente le crédit intérieur, je perds des réserves.
Je veux dire, cela semble être une chose plutôt idiote. Mais le kirchnerisme ne l'a pas appris. En conséquence, plus tard, quand il commence à perdre des réserves, il commence à imposer des contrôles de capital. Mais l'important est de voir que l'argent est désormais déterminé de manière endogène. Car compte tenu du P, qui est donné par le PPP, est donné, L, qui est donné par la demande miroir associée au chemin de consommation intertemporel. C'est là que j'obtiens la quantité d'argent afin que je puisse cartographier cela. Naturellement, il existe d'autres mécanismes pour réfléchir à ce problème. C'est l'un des nombreux. L'un est la norme des marchandises. Notez que la norme des marchandises, dans un certain sens, ressemble à cela. Mais la norme de marchandises a une subversion, ou une version également liée, ce qu'on appelle la norme salariale. Je mentionne cette affaire car il y a beaucoup de discussions sur les modèles d'appel d'offres distributifs. Ainsi, vous déterminez maintenant le niveau de prix comme une majoration des coûts de main-d'œuvre effectués par la productivité. De cette façon, il détermine les prix, et la quantité d'argent devrait s'adapter à cela. Ainsi, lorsque la lutte distributive apparaît, le problème réside dans la mesure où cette lutte distributive se manifeste soudainement dans un niveau de prix plus élevé. Et ce niveau de prix plus élevé nécessite une validation monétaire, afin de ne pas le payer en termes d'activité. Fondamentalement, le problème avec ce modèle, qui, soudain, d'autres n'a pas nécessairement à avoir, est le fait qu'il a un problème de théorie de la valeur. Parce que, encore une fois, je dis que les prix sont une majoration sur les coûts. Ou je peux dire que c'est le coût de la main-d'œuvre pour établir la lutte distributive. Le problème est que je travaille maintenant avec une théorie objective de la valeur. Et nous savons déjà que la théorie objective de la valeur a été anéantie. Par conséquent, tout ce qui a à voir avec des actes de brutalité, comme ce que la monstruosité soviétique a fait, où les gens contrôlaient les prix. Alors je pensais qu'en additionnant les coûts de la, disons, ils sont arrivés au niveau des prix. Alors ils essayaient de déterminer qui étaient les méchants. Rappelez-vous que l'ancien président disant « Il y a des démons », eh bien, les forces du ciel les ont tués. Et puis, merci, Dario. L'autre modèle d'argent endogène est ce que Oliveira a appelé la norme de crédit, qui était l'acte de réparer le taux d'intérêt. Fondamentalement, il y a un problème là-bas, car maintenant vous ne déterminez pas la quantité d'argent ou le niveau de prix. En d'autres termes, vous avez le problème de ce qu'on appelle l'encre nominale. Autrement dit, puisque le M n'est pas fixe, vous ne pouvez pas déterminer le P. Par conséquent, le système est laissé à la dérive, et c'est pourquoi les attentes de l'inflation sont si importantes. Pourquoi? Parce que cela vous permet de relier les prix futurs avec les prix actuels, vous permet de déterminer P, et à partir de là, de déterminer M, et à partir de là, résoudre le modèle. La vérité est que tout ce qui contrôle le taux d'intérêt me semble être une aberration. Rappelez-vous, tout le monde connaît mon admiration, mon affection et toutes les définitions que vous pourriez avoir. Mais comme nous sommes amis, je peux dire l'anecdote avec Federico Sturzenegger lorsqu'il a décidé de passer au ciblage de l'inflation. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de Moreno et il a dit « Caveman. Oui, si vous voulez le huer calmement. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, il fait toujours campagne pour que je puisse être enlevé. Donc, si vous voulez dire ce que vous voulez, je ne vais pas le nier. Cela dit, évidemment, nous avons tous une opinion assez faible sur Moreno, surtout parce qu'il a une mauvaise théorie de la valeur. Il pense que les prix sont déterminés par les coûts. C'est très important. L'une des choses que Menger a proposées dans ses principes d'économie politique de 1871, puis réécrit par von Wieser, c'est ce qu'on appelle le principe d'imputation, où les prix déterminent les coûts, et non les coûts qui déterminent les prix. Il est tellement ridicule de croire que les coûts déterminent les prix que si tel était le cas, il n'y aurait pas de faillite. Cela n'aurait pas de sens d'être efficace non plus, car je vais pouvoir modifier les coûts. C'est quelque chose qui n'a vraiment aucun sens. Mais si vous le souhaitez,
Regardez toute la discussion sur la théorie du travail de la valeur, et la théorie subjective de la valeur, donc je ne vous dérange pas avec ce genre de choses. Et pourquoi le contrôle des taux d'intérêt aberrant? Parce que le contrôle du taux d'intérêt est équivalent au contrôle mis en œuvre de Moreno, mais également intertemporalement. Parce que, en fin de compte, quel est le taux d'intérêt? Le taux d'intérêt n'existe pas car l'argent existe. Il s'agit d'un exocète de Monsieur John Maynard Keynes dans la théorie générale. À strictement parler, le taux d'intérêt n'existe pas parce que l'argent existe. Le taux d'intérêt existe parce que le temps existe. Le taux d'intérêt concerne le taux de préférence intertemporelle. Je veux dire, c'est aussi un paramètre profond dans les préférences. Par conséquent, le taux d'intérêt est en fait le prix relatif des marchandises futures par rapport aux marchandises actuelles. Ou pourquoi pensez-vous que lorsque le taux d'intérêt augmente, les économies augmentent? Parce que qu'est-ce que les économies? Les économies sont la consommation future. Donc, si j'augmente le taux d'intérêt, le prix actuel augmente. Si le prix actuel augmente, je remplace la consommation actuelle de la consommation future. C'est pourquoi vous voyez que lorsque le taux d'intérêt augmente, les économies augmentent. Mais en réalité, je veux dire, allez, microéconomie intermédiaire, chapitre intertemporel. Et cela vous montre précisément ce problème des prix relatifs, le taux d'intérêt. Je veux dire, vous n'avez pas non plus besoin d'être très sophistiqué. Ou résolvez le problème d'optimisation dynamique. Et lorsque vous regardez le ratio utilitaire et le taux d'intérêt, évidemment la préférence de temps apparaît. Vous constaterez que ces mêmes conditions sont les mêmes que si vous aviez fixé des prix. Cela dit, il est donc une aberration de vouloir contrôler le taux d'intérêt car cela implique d'être si arrogant que de vouloir contrôler non seulement les prix actuels, mais aussi les futurs. En d'autres termes, c'est comme être rechargé Moreno. Il est l'incroyable version Hulk de Moreno. Par conséquent, je ne suis pas en faveur du contrôle du taux d'intérêt. Je dis, puisque nous avons une banque centrale, pour l'instant, nous contrôlerons la quantité d'argent. Cela n'a pas d'importance parce que, comme Santiago et Vladimir sont des gars brillants, ils obtiendront des emplois ailleurs. Mais ils auront rendu un énorme service au pays le jour où nous quittons cet emploi et mettrons fin à ce désordre sale appelé la Banque centrale. C'est comme la grenouille et le scorpion. Ne lui demandez pas de changer. Ainsi, compte tenu de cette discussion théorique, nous avons dû résoudre le problème de l'arrêt de l'hyperinflation. Nous avions donc 3 facteurs pour étendre la base. L'un est ce qu'on appelle le secteur public, qui finance le déficit budgétaire. Un autre est le secteur financier et le troisième est le secteur externe. Lorsque nous avons décidé de réaliser un déficit nul, c'était essentiellement un moyen de couper la délivrance d'argent pour financer le trésor. Si vous utilisez la méthodologie Cerro-Melloni, de 1901 à nos jours, l'Argentine a eu 23 crises. Sur ces 23 crises, 21 ont une origine budgétaire, où le déficit budgétaire peut être important ou extravagant. Les cas extravagants sont, par exemple, le Rodrigazo, avec 14 points de PIB en 1975, la crise du taux de change en 1982, avec 11 points de PIB, l'hyperinflation d'Alfonsine, avec 8% en 1989, convertibilité en 2001, avec 7. Eh bien, dans le système consolidé, nous en avions 15. Pour vous donner un ordre de grandeur, en ce sens, il était essentiel de réduire le déficit budgétaire et, par conséquent, d'atteindre un déficit nul, de mettre fin à l'émission fiscale. Maintenant, en ce qui concerne le déficit quasi-fiscal, nous avions 2 sources, et nous l'avons réalisé au cours du premier mois. Désactiver le robinet fiscal. Nous avons dû mettre fin aux responsabilités rémunérées, car le problème des responsabilités rémunérées était un problème important, car ce qu'ils ont généré étaient des déficits quasi-fiscaux de plus en plus importants, augmentant le montant de l'argent futur. Parce que, fondamentalement, tous ces passifs rémunérés étaient par conséquent, ils représentaient donc l'inflation future. Donc,
En gros, nous avons dû arrêter la spirale et la croissance de ces responsabilités rémunérées, qui généraient un déficit budgétaire de 10 points de PIB, et rendant l'économie vraiment tremblante. Et il est important d'avoir cette discussion ici, car de nombreux économistes ont suggéré que cela pourrait être arrêté en augmentant les taux d'intérêt. Et si nous avions augmenté le taux d'intérêt, aujourd'hui, nous ne parlons pas de stabilisation, mais plutôt, nous aurions parlé du commerce du transport. Nous aurions parlé de la relation. Aujourd'hui, les passifs portant des intérêts seraient probablement de 10 pour 1 avec la base monétaire. Nous discuterons en cas d'hyperinflation ou lorsque cette position de liaison serait expropriée. Par conséquent, si quelqu'un est en faveur du taux d'intérêt, je veux vous dire que nous leur avons traité une défaite. Nous l'avons fait en n'utilisant pas le taux d'intérêt comme mécanisme. Parce que si nous avions utilisé le taux d'intérêt, si nous avions fait ce que le Fonds monétaire international et de nombreux économistes locaux ont dit, nous aurions été dans l'hyperinflation aujourd'hui. Ce que nous avons fait était autre chose. En gros, face au déséquilibre des taux de change, nous avons fait une correction, rapprochant le taux de change du taux du marché. Pourquoi est-ce si important ? Parce que ce qui a abaissé l'offre excédentaire en argent. Comment le surplomb de l'argent est-il généré? Un surplomb de monnaie est généré parce que vous avez un taux de change fixe. Vous émettez de l'argent, vous commencez à perdre des réserves. Vous mettez en œuvre des contrôles et ce que cela fait est de augmenter artificiellement la demande d'argent pour vous facturer une taxe inflationniste. Non seulement il est violent et le mensonge de l'inflation, qui est une taxe non législative, mais vous les obligez également à exiger plus de pesos par la force pour facturer plus d'impôts. Inflationniste, totalement immoral. Mais, à part cela, qu'est-ce qui est le plus intéressant dans cette situation? Si nous avions fait ce qu'ils ont dit, nous serions d'abord dans une frénésie inflationniste. Mais pas seulement cela, en gardant le taux de change proche du taux du marché. Lorsqu'ils ont corrigé la taxe sur le pays, ce que nous avons fait était de réduire la demande excédentaire sur le marché des changes et, par conséquent, nous avons réduit la demande excédentaire sur le marché des changes. Par conséquent, nous avons réduit l'offre excédentaire dans le reste de l'économie. La réduction de l'offre excédentaire sur le marché obligataire signifiait que le taux d'intérêt a baissé et, par conséquent, le risque de pays a chuté. La réduction de l'offre excédentaire sur le marché des marchandises signifiait que la baisse de l'activité n'était pas aussi grande, et par conséquent, l'emploi ne baissait pas autant et, par conséquent, le chômage n'a pas explosé. C'est pourquoi nous avons fait les plus grands ajustements budgétaires de l'histoire humaine, si je tiens compte du gouvernement national et de la banque centrale, et pourtant il n'y avait aucun problème social. Je veux dire, il y a une partie du programme qui a à voir avec la politique sociale mise en œuvre par le capital humain, mais cela prendrait une heure supplémentaire. Et je ne veux pas vous ennuyer avec ma présentation. Donc, en ce sens, vous verrez à quel point il est intéressant, car l'autre jour, José Luis Daza a expliqué. La caractéristique de ce programme est que, bien que toutes les autres expériences avec des caractéristiques similaires impliquaient des déclins du PIB d'environ 10%, si vous regardez aujourd'hui les données de juillet des EMAE, ajustées de façon saisonnière, politique économique et monétaire, par rapport à décembre, la baisse est de 0,6%. Si vous regardez la production industrielle, c'est au même niveau que novembre. Si vous regardez ce que nous avons fait, par exemple, en 2002, le PIB a chuté de 11%, 10,9%. Mais au deuxième trimestre, lorsque l'ajustement a eu lieu, il a chuté de 16%. Je ne suis pas un géant, mon ministre de l'économie, mais avec les conséquences sociales que cela implique. Je veux dire, après avoir réfléchi au problème de l'endroit où nous fixons le taux de change, car nous ne pouvions pas ouvrir sous la logique libéralisée, signifiait trouver précisément un proxy de marché qui minimiserait cette demande excédentaire. En même temps, l'une des choses qui se passait est que je me souviens que lorsque nous avons réalisé un excédent en janvier,
Ils nous ont dit que c'était une coïncidence. La deuxième fois, c'était une coïncidence. Eh bien, il y a eu un moment où ils ont réalisé que l'engagement fiscal était réel. Considérez que, de 18 ministères, nous l'avons réduit à 8. Nous avons fait beaucoup de coupes dans les employés publics. Nous avons complètement éliminé les travaux publics. Nous avons complètement éliminé les transferts discrétionnaires aux provinces. Et évidemment, il y avait aussi des éléments qui avaient un mécanisme d'ajustement qui a été dilué, mais qui ont été plus tard restructurés, SIC. Et pourtant les nombres fiscaux sont ici. Cela nous a donc permis de montrer que la politique de déficit zéro fonctionnait et qu'elle fonctionnait sérieusement. Et un déficit zéro implique que je ne prends pas de nouvelles dettes, c'est-à-dire que je peux surmonter la dette, mais je ne prends pas une nouvelle dette. En fait, je vous dis qu'au cours des 40 dernières années, un seul gouvernement a réduit la dette par des moyens basés sur le marché, et non obligatoirement, et non avec des coupes de cheveux dans les renégociations. Nous avons payé 20 milliards de dollars. Et comme cela se produisait, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre ratio dette-produit n'augmente pas. Par conséquent, cela signifie que vous êtes un solvant intertemporalement. Par conséquent, cela explique également la baisse du risque de pays. Aujourd'hui, le risque de pays s'est terminé à 1047, le niveau le plus bas des 5 dernières années. En outre, lorsque nous avons discuté de la question de l'université, car plus que tout en raison de ce que cela implique en termes de signalisation du déficit budgétaire, l'une des choses que nous avons faites avec Federico a été de demander à son équipe d'estimer l'impact du risque de pays sur le PIB en dollars. Si nous, disons, avec ce niveau de risque de pays, disons que nous avons un PIB de 600 billions, pas de 600 milliards de dollars. Si nous revenons aux anciennes manières et avec un risque de pays de 3000, disons, le PIB va à 400 milliards de dollars, ce qui signifierait une perte d'un tiers du PIB, où nous gagnons, disons 50% plus de GDP par rapport à la cas de 3000 points de base. En d'autres termes, ce n'est pas un problème mineur en termes de PIB par habitant. Ce n'est pas une question mineure en termes de discussion sur les universités, où à aucun moment l'université publique n'était en question, pas plus que le système de non-tuition en question, car rien n'est gratuit. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Mais que se passe-t-il si nous sommes retournés à nos anciennes manières et avons atteint un risque de 3000 pays, parce que nous avons commencé à céder? Je recommande le livre « Historia » d'El Quinto Piso, comme si, disons, le gouvernement Alfonsine a commencé à céder à la pression et s'est retrouvé dans l'hyperinflation. Donc, dans ce contexte, nous n'avons pas négocié. De plus, si vous allez à l'équilibre où le risque de pays va à 3000, le montant des dollars allant à l'université est le même. Mais la différence est que j'ai un PIB par habitant inférieur, un troisième plus bas. Et comme cette baisse du PIB est un tiers lié à l'activité économique, mais les 2 tiers sont dus à un bond du taux de change réel, cela signifie que le nombre de personnes pauvres et indigentes augmente également. Et nous ne tolérerons pas une rupture dans notre bras concernant l'équilibre budgétaire. Et nous ne tolérerons pas de tels dommages au peuple argentin. Je veux dire, par un groupe de criminels qui ne veulent pas être vérifiés. Heureusement, la décision est sortie aujourd'hui et nous pourrons les auditer. Les voleurs sont en danger. Et alors que nous avancions avec l'équilibre budgétaire, c'est là que ce géant ici, le docteur Pablo Quirno, est entré et a commencé à remettre la dette où elle appartenait toujours. Cette dette était la dette du gouvernement national, c'était la dette du Trésor. En d'autres termes, ce qui se passait était un déficit budgétaire. Ils ont cherché une astuce pour obtenir de l'argent. Cet argent est entré dans la rue, puis ils ont voulu le stériliser ailleurs en payant des impôts. Mais le problème avec le déficit quasi-financier était en fait l'échec à être honnête sur ce qui se passait avec les comptes du Trésor. Et comme nous l'avons démontré, notre engagement envers l'équilibre budgétaire, à part le fait que la dévaluation signifiait que ce dont nous avions besoin était d'arbitrer le taux en dollars, ce qui impliquait un taux d'intérêt réel négatif en pesos.
Cela nous a également permis de liquider des passifs portant des intérêts et de transférer une autre partie au trésor. Et ce dont personne ne parlait et ce que tout le monde a dit était impossible à résoudre, entre ce géant Santiago Bosili et Pablo Quirno. Ils l'ont corrigé en 7 mois. Je ne vais pas être fier de mon équipe. Naturellement, alors est venue la discussion sur l'option de vente. Vous connaissez cette discussion. À ce stade, nous avions continué à en discuter. C'est un discours que je faisais à la bourse de Buenos Aires, et j'ai parlé de zéro excédent d'approvisionnement. Fondamentalement, ce que je disais là-bas était, nous n'allons que publier de l'argent via le secteur extérieur. Parce que si vous remarquez que lorsque nous parlions d'argent endogène, dans le cas d'une norme externe, vous n'augmentez que la quantité d'argent par rapport à la demande d'argent. Ce serait l'argument. Disons donc que l'argent ne génère pas une perte de pouvoir d'achat, ou en d'autres termes, cela ne génère pas de l'inflation. Maintenant, nous avons réalisé que nous avions tort. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est un système gratuit, mais ce n'est pas non plus dans les manuels. Alors disons. Par conséquent, cette question auto-flagellante que j'ai, mon ami Alejandro Rosichner m'a demandé. Mais c'est dans les manuels? Non. Alors de quoi vous plaignez-vous? Eh bien, mais on a cette chose à propos du perfectionnisme. Et ce que nous avons réalisé, c'est que les exportateurs qui vendent des dollars ne voulaient pas vraiment demander des pesos. Parce que, disons, dans le modèle traditionnel, vous avez une opération en pesos que vous souhaitez réaliser. Vous prenez vos dollars, avec ces dollars que vous achetez des pesos, et c'est avec ces pesos que vous effectuez la transaction. Ainsi, cette demande d'argent est cartographiée contre la demande transactionnelle, et cela ne cause pas de problème en termes de pouvoir d'achat de l'argent. Maintenant, le problème est que lorsque j'ai un contrôle des capitaux et que je les oblige à liquider des dollars, j'achète des pesos. Mais je ne veux pas tous ces pesos. Et la conséquence est qu'il y a maintenant un excès de pesos, et cela génère de l'inflation. Donc, à partir de ce moment, nous avons décidé, confrontés à une situation très complexe et dans laquelle, disons, il y avait une idée entière que le taux de change serait déjà à 2000 $ ce lundi. Je me souviens que Toto et moi nous rendions à ce qui était ma présentation à Sun Valley. Et là, avec Toto et Santiago via un appel vidéo, nous avons décidé de modifier le cadre de politique monétaire et d'aller directement à zéro émission. Nous savions que nous avions du risque d'être attaqués de toute façon, mais nous avions la conviction ferme que si nous ne modifions pas la quantité d'argent, tôt ou tard, nous battions le marché. Aujourd'hui, le taux de change est de 1150 $, et il est plein d'économistes babblers. Donc, le fait est, qu'avons-nous réalisé? Eh bien, ce que nous avons accompli, c'est que l'inflation en gros est de 2,1%. C'est-à-dire que nous sommes passés de 17 000 à 28%. Si vous préférez l'inflation au détail, nous sommes passés de 1500 à 30%. Mais la chose la plus intéressante est que, par conception des politiques, il y a une partie de l'inflation qui est une inflation induite, ce qui a à voir avec le taux de dévaluation convenu et l'inflation internationale. Je vais l'arrondir jusqu'à 2,5%. Mais c'est déjà un peu moins aujourd'hui. Donc, si mon dernier chiffre d'ICP est de 3,5%, cela signifie que la véritable inflation du programme, la véritable inflation monétaire que le programme génère, est un point. En d'autres termes, si je devais retirer le rampage, ce 2,5 disparaît automatiquement. Et donc, je ne me retrouve avec qu'un seul point d'inflation. Cela signifie que le taux d'inflation du programme oscille actuellement à 13% par an. Par conséquent, si vous le regardez en termes de CPI ou de WPI, et si vous corrigez le modèle de taux de change, vous constaterez que nous parlons de niveaux d'inflation qui varient entre 13% et 25%. Et pourquoi est-ce important? Parce que nous avons atteint ce miracle en termes de réduction de l'inflation sans hyperinflation. En général, disons, c'est plus. Les deux programmes réussis précédents avaient en fait un fort processus inflationniste au préalable, ce qui impliquait une liquéfaction forte de soldes réels, et par conséquent, il n'y avait pas beaucoup plus pour que la demande d'argent tombe,
Et donc, il était beaucoup plus facile de se stabiliser. Nous l'avons fait sans expropriation. C'est pourquoi je trouve souvent cela drôle quand les gens nous diraient « Non, eh bien, quel jour allez-vous faire cette chose ?» Je veux dire, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas communiste. Je ne suis pas un dirigiste. Je ne crois pas à la fixation de prix, à fixer des salaires, à fixer des taux d'intérêt ou à des politiques sectorielles. Non, non, je suis un libéral, et la seule chose que je peux faire en tant que libéral, c'est que mon programme économique comprend une politique budgétaire, un déficit nul, une politique monétaire, des émissions zéro et un taux de change qui n'est toujours pas gratuit, avant de terminer la correction des déséquilibres de stock. Et cela est également important. De plus, nous ne contrôlons pas les prix, nous ne contrôlons pas le taux de change et nous restructurons également les prix relatifs. Aujourd'hui, les prix réglementés couvrent déjà 80% du coût, ce qui semble être un problème mineur. Mais ce n'est pas le cas. Donc, avec tout cela, nous avons réussi à réduire l'inflation. Et c'est dans une fourchette, si vous voulez, de 13% à 25%. Alors, comment cela continue-t-il? Je veux dire, quand dois-je sortir du piège? Eh bien, regardez, le temps est celui de Dieu. Je ne sais pas quand le temps est. Mais toutes ces opérations que nous effectuions étaient basées sur le marché. Et être basées sur le marché signifie qu'elles dépendront de la décision des agents. Maintenant, la chose la plus intéressante est que lorsque l'inflation observée tend à l'inflation induite, que se passe-t-il? L'inflation disparaît. Et si l'inflation disparaît, cela signifie que le surplomb argent disparaît. À mesure que le surplomb de monnaie disparaît, l'inflation ressemblera à l'inflation induite. Les taux de change convergent, le taux d'inflation converge. Et au fur et à mesure que je résolve le problème de l'action, lorsqu'il atteint zéro, le surplomb d'argent est éliminé. Et lorsque le surplomb de monnaie est éliminé, il n'y a pas d'offre excédentaire en pesos. Et s'il n'y a pas d'offre excédentaire de pesos, je peux ouvrir les contrôles de taux de change même si je n'ai pas de dollars, car je passe à un système de taux de change flexible. De toute évidence, à quoi cela dépendra-t-il? Je veux dire, sur la façon dont les agents gèrent cette dynamique jusqu'à ce que l'inflation du programme disparaisse. Autrement dit, il ne reste que celui induit. Nous soulevons les commandes. De toute évidence, même si cela se produit, nous finirons de résoudre les problèmes de stock, car cette dynamique ne se produit pas indépendamment de ce qui se passe avec le reste des actions. Et ce jour-là, nous ouvrons les commandes. Quand? Je ne sais pas, mais cela se produira lorsque toutes ces conditions seront remplies. Cela dit, le fait est de savoir comment cela se poursuit à l'avenir. Car la question est, d'accord, nous avons établi la large base monétaire et la base monétaire observée. Disons le format traditionnel augmente. Mais de quoi cela grandit-il conformément? Par exemple, comment se produit le démantèlement de Luffy et d'autres? Supposons que vous ayez une entreprise et que vous voyez que la demande se rétablit. Lorsque vous voyez que la demande se remet, qu'allez-vous faire? Allez-vous perdre le poste de marché ou allez-vous quitter le marché de l'argent? Vous allez quitter le marché de l'argent. Lorsque vous quittez le marché de l'argent, la banque doit vous donner l'argent. Quand il doit vous donner de l'argent, il se retourne et demande à l'État de payer le LEFI. Donc, là, vous avez une expansion endogène de la quantité d'argent. Pourquoi? Pour financer le mouvement de l'activité. En parallèle, ce qui va se passer, c'est que lorsque l'argent surplombe disparaît, qu'est-ce que cela finira également par disparaître? La différence entre la base monétaire observée, traditionnelle et large. À partir de ce moment, la quantité d'argent est fixée. Donc, la question est, d'accord, une fois que nous y sommes arrivés, disons, j'ai éliminé le surplomb de fonds, la carte des définitions de base. Mes taux de change ont convergé, mes taux d'intérêt ont convergé. Donc, maintenant j'ai ouvert, que ensuite, eh bien, en supposant que l'économie augmentera, et j'ai de sérieux arguments pour croire qu'il augmentera. Je veux dire, soit en raison des réformes structurelles qui impliquent un bond des indices de la liberté économique de 90 places,
Et aujourd'hui, nous avons des institutions qui commencent à ressembler, malgré les systèmes fiscaux dégénérés, ils commencent à ressembler à ceux de l'Allemagne, de la France et de l'Italie. Pourtant, cela ne me satisfait pas. Je vous avertis, je veux que l'Argentine soit le pays le plus libre du monde. Par conséquent, cela implique que le PIB, je veux dire, en fait, j'ai vu une partie de la présentation de Juan Pablo Nicolini s'adressant spécifiquement à la question de la croissance. Je veux dire, si je ne me trompe pas, le PIB double en 10 ans, ce qui implique un taux de croissance du PIB par habitant de 7%. Cela, disons, d'une part. D'un autre côté, les amis, nous venons d'économiser et de retourner 15 points de PIB aux gens. Nous avons temporairement pris un peu d'eux avec la taxe paie, mais nous l'avons également déjà retourné. Et, de plus, nous l'avons supprimé maintenant en décembre. Nous l'avons supprimé de façon permanente. La première fois que nous avons dit que nous augmentons temporairement une taxe, nous l'avons respectée et supprimée. Et maintenant, à la fin de l'année, nous l'éliminons également. En outre, la baisse continue du risque de pays impliquera des taux d'actualisation plus bas. Je veux dire, regardez combien les actifs financiers argentins ont augmenté. Eh bien, si vous pensez qu'en termes de Q de Tobin, la valeur marchande est beaucoup plus élevée que la valeur de remplacement. Une fureur d'investissement arrive ici. Et sans parler du Righi, qui a annoncé plus de 50 milliards de dollars d'investissement. Mais non seulement cela, il y a aussi des problèmes qui augmentent la demande à court terme. Parce qu'aujourd'hui, le chiffre de capacité installée est déjà passé à 61,3%. En d'autres termes, il y a une reprise de la demande. Et c'est parce que les salaires et les pensions réelles en termes réels augmentent depuis 5 mois consécutifs. En outre, nous avons dû inverser le cycle des stocks. Nous avons donc des éléments temporaires, qu'il s'agisse de la restructuration des salaires et des pensions en termes réels, ou de l'inversion du cycle d'inventaire, ainsi que des facteurs structurels liés au Righi, qui ont à voir avec l'augmentation de l'épargne au sein de l'économie, le déclin du risque de pays et les réformes structurelles. Alors, disons, lorsque nous réaliserons que nous pouvons maintenir ce cours 10, 20 ou 30 ans, nous parlerons du miracle argentin.